Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la critique du roman Allégeance de Timothée Zahn. Et contrairement à d'habitude, je vais le faire par vidéo. Effectivement, depuis 2 ans, chaque fois que je lis un roman, une BD, un guide visuel ou un album, j'ai tout le temps partagé mes critiques ici par écrit avec vous. Puis ça me permettait, à travers les commentaires, de créer des discussions avec vous et d'échanger avec vous. Et j'ai tout le temps vraiment aimé ça, faire ça. Donc, cette fois-ci, je me lance pour la première fois, je vais par vidéo. J'espère que vous allez aimer ça. Et bien sûr, j'ai été aidé par mon fils Mathieu pour réaliser ça. Donc, avant de commencer à lire le roman Légende, je vais être avec vous. Je venais de faire de la lecture de 7 ouvrages. Et il y en a 6 sur 7 là-dessus qui étaient ordinaires, voire mauvais. J'avais lu la trilogie des Aventures de Han Solo, à ne pas confondre avec la trilogie de Han Solo, qui celle-là est excellente. Ensuite, j'ai eu le guide visuel de Rogue One, excellent. Ça aussi, j'avais vraiment adoré. Après ça, j'avais lu 3 BD. Donc, dans les 3 BD, il y avait l'Académie des Jedi, il y avait Union et il y avait Chewbacca. Ça aussi, ça m'avait laissé sur mon appétit. Et là, j'arrive, je lis le roman Allégeance de Timothée Zahn. Et en plus, j'avais commencé ça il y a un peu plus d'un mois, quand j'étais en vacances à Cuba. D'ailleurs, ma femme m'avait pris en photo, puis on avait laissé la photo dans ce groupe-là. Vous pouvez me voir sur le roman. J'ai vraiment adoré ça. Là. Je l'ai tout simplement dévoré. D'ailleurs, je donne une note de 8 sur 10. C'était vraiment très bon. Ça se passe en l'an 0, pas longtemps après l'épisode 4, Une Nouvelle Espoir. Une fois de plus, Timothée Zahn, il excelle dans l'art de monter, de faire rouler plusieurs petites histoires parallèles qui finissent par se croiser et créer une fin très bonne, comme d'habitude. Dans ce cas-ci, il va y avoir 4 histoires que Timothée va faire rouler, très très habilement, une fois de plus. Une première histoire qui concerne 5 Stormtroopers fugitifs qui sont écœurés de participer au massacre de l'Empire. Ensuite, il va y avoir une autre histoire, c'est Maharaja qui s'est fait confier une mission par l'empereur de débusquer de la corruption qui se fait au sein de certains hauts gradés de l'Empire. Une autre histoire qui va de nos 4 personnages légendaires, donc Chewbacca, Han Solo, Leia et Luke, qui tentent de forger une alliance pour renforcer la rébellion avec un autre groupe. Et finalement, les hauts gradés qui sont impliqués dans la corruption, on voit comment qu'est-ce qu'ils font de leur côté là, pour s'en sortir. Donc, là, ce qui est vraiment bien, moi je parle tout le temps en fonction de la chronologie de la parution des romans ou BD et non dans l'ordre de l'histoire de Star Wars. C'est une des premières fois qu'on voit des Stormtroopers qui ont un code d'honneur, qui sont là, ils veulent protéger et servir les citoyens de l'Empire. Ils ne veulent pas nécessairement servir l'Empire dans un but expansionniste, dans un but de puissance. C'est vraiment, nous, on est là pour protéger le peuple, pour les servir. Puis là, ils viennent de participer à une mission. On leur avait dit que les gens seraient armés, ce qui n'est pas le cas. Ils se sont fait un peu mentir, un peu beaucoup mentir. Donc, ils en gardent vraiment un goût amer. Puis en revenant sur le vaisseau, là, je vais résumer ça très rapidement, il arrive un incident avec un gradé du BSI. Et puis un des 5 Stormtroopers le tue par autodéfense. Donc les 4 autres Stormtroopers décident de partir, de fuir les autres aussi, parce qu'ils disent c'est le BCI, c'est ça. Même si c'est pas nous qui a tué l'officier, on va être accusé de complicité. Donc, ils partent en cavale, eux autres aussi, ils décident de s'enfuir. Mais à travers les 5 Stormtroopers, il y en a que leur décision est prise, ils partent pour ne plus revenir. Ils sont trop écœurés par les gestes de l'Empire. Eux, quand ils ont été embauchés, c'était, comme je disais au début, servir et protéger le peuple et non participer à des massacres de gens innocents. Ça, c'est les écœurs, vraiment. Puis, tu en as d'autres, Stormtroopers de ces 5-là, qui sont encore résistants. Mais c'est ça qui est le fun, parce que tout au long de leur cavale, on voit leur état d'âme, qui réfléchissent, qu'est-ce qu'ils veulent devenir, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais pendant leur cavale, ils finissent par croiser une communauté qui sont asservis par une bande de pirates là, très très nombreux, là, plusieurs dizaines, probablement une centaine de pirates, qui sont
tellement puissant dans ce territoire-là que même l'autorité locale n'arrive pas à bout. Le code d'honneur des 5 Stormtroopers prend le dessus et décide d'affronter ces pirates-là pour libérer la communauté et pouvoir asseoir l'autorité locale afin que ce soit les autres qui contrôlent la situation et non les pirates. Puis là, c'est le fun parce qu'encore là, pour une fois, on voit des Stormtroopers qui sont compétents, qui sont habiles, contrairement à ceux qu'on voit qui tirent partout, qui pourraient rater un éléphant dans un corridor, on n'est pas du tout là. Les 5 Stormtroopers qui sont là, c'est vraiment un commando extrêmement efficace, extrêmement stratégique. Intimidant aussi, parce qu'à 5, ils viennent à bout des pirates, puis comme je disais tantôt, d'installer l'autorité locale pour que, mais qu'une fois qu'ils partent de là, l'autorité locale continue encore à maintenir les pirates loin d'eux. Mais malgré eux, les Stormtroopers à travers leur cavale, ils finissent par, comment je pourrais dire ça, à mettre le nez dans la corruption. Mais pas le nez pour participer à la corruption, mais à le débisquer un peu, puis là, ils décident de creuser un peu plus loin, de savoir qu'est-ce qui se passe eux aussi. Ils veulent comme, ils n'aiment pas ça, ils veulent mettre un terme à ça. Donc, on avait aussi Marajad. Marajad, qui de son côté, doit accomplir une mission que lui a confiée l'empereur. Là, ce qui est bien, c'est qu'on voit une Marajad à l'âge de 18-19 ans, qui, si on la compare à Luke, parce que c'est à peu près la même époque que lui qui avait du temps, est beaucoup plus mature que Luke, est beaucoup plus autonome que Luke, ce qui est normal, a été formé par l'empereur depuis plusieurs années, tandis que Luke, il venait de commencer sa formation avec Obi-Wan. L'autre chose qui est bien aussi, c'est que la première fois qu'on voit Marajad, c'est dans la trilogie de la croisade noire du Jedi Fou. Dans cette histoire-là, on voit une Marajad à la limite amère de la vie, qui cherche un peu un but. Puis c'est même un peu plus tard qu'on apprend qu'elle a travaillé pour l'Empire. Dans ce roman-là, Allégeance, on a une Marajad qui croit au bien fondé de l'Empire. Pas au même titre que les Stormtroopers, que c'est pour servir et protéger le peuple, mais vraiment, elle est là pour servir l'Empire, puis l'Empire, c'est une bonne chose, puis c'est une bonne chose qui va être puissante. On voit une Marajad qui est dévouée. Une Marajad qui est même ambitieuse un peu, je dirais. Puis qui veut vraiment accomplir sa mission, c'est talent. Puis pour elle, puis ce qui est bien aussi, pour la première fois, on voit Marajad au clan de l'Empire, parce que si vous vous souvenez, dans la trilogie de la croisade noire du Jedi Fou, et puis là, puis c'est même un peu plus tard qu'on l'apprend, on ne sait pas de ça. Donc, ça aussi, c'est le fun pour ça, de voir Marajad qui porte les couleurs de l'Empire. Autre chose aussi qui est amusante, à ma connaissance, c'est une des rares fois qu'on voit un utilisateur de la Force, pas nécessairement un Sith ou un Jedi, qui utilise pratiquement autant son sabre laser que son blaster. Ça aussi, je trouvais ça cool, là, de cette version-là. Puis, Marajad, tout au long de sa mission, des fois, elle doit rester undercover. Des fois, elle doit dire qui elle est. Puis, quand elle doit s'annoncer auprès de l'Empire, quand elle doit dire qui elle est, ben, elle dit tout le temps une espèce de code. Puis là, tout de suite, les officiers de l'Empire, ah oui, madame, pas de problème, oui, on oublie sur le champ. Donc, c'est spécial. Des fois, elle doit rester cachée. Elle doit être vraiment débrouillarde. Puis, elle doit combattre seule, par bout. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir une Marajad là-dedans, là, au sein d'une structure. Tandis qu'on la voyait plus un peu dans un côté anarchique avec Talon 4. Et au cours de l'histoire, elle va finir par croiser le chemin des 5 Stormtroopers fugitifs. Puis, le fait qu'ils se croisent les chemins, ça donne espoir aux 5 Stormtroopers. Parce qu'ils voient une Marajad qui est dévouée, une Marajad qui croit en l'Empire. Fait qu'eux, ça donne espoir, mais ils se disent, mais ils ne sont pas tous corrompus nécessairement. Puis oui, Marajad est dévouée au bien fondé de l'Empire, mais pas nécessairement elle pour le massacre du peuple. Elle a accompli ses missions, mais capable de le faire dans les règles de l'art. Donc, ils finissent par s'unir, puis ils vont s'entraider pour débusquer les Hauts-Canadiens qui sont impliqués dans la corruption. D'un autre côté, comme je disais tantôt, on a nos 4 personnages légendaires. Chewbacca, Han Solo, Leia et Luke qui, je me répète, veulent forger une alliance avec un groupe afin de renforcer la rébellion. Ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est des 4 personnages légendaires qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, mais ils ne prennent pas trop de place dans l'histoire. Là, je dis pas ça parce que je les aime pas, là. C'est mes 4 personnages préférés depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Mais
À un moment donné, si tu parles trop de personnages, tu finis par faire le tour, tu presses trop de citron, puis ils ont comme plus rien à dire. Fait que là-dedans, ils sont là. On les voit pas autant que les 5 Troopers ou Marajad, mais ils sont là, puis c'est le fun, ça nous rappelle que c'est du Star Wars, ça nous garde une connexion avec Star Wars. Ça, c'est le fun. Une chose aussi qui est très, très bien, là, ça, c'est ce que je pense que j'ai aimé dans leur présence. Je sais pas si, je sais pas, c'est sûr que vous en souvenez, dans l'épisode 5, il y a comme une espèce de bataille, confrontation amoureuse entre Anne et Léa, avant qu'ils s'avouent qu'ils sont amoureux un de l'autre. Exemple, sur Hot, quand Han Solo veut quitter, à un moment donné, il nargue Léa, il dit vous avez peur que je quitte sans vous embrasser? Elle répond autant embrasser un Wookiee. Il dit je peux vous arranger ça, puis ça ne vous ferait pas de tort d'ailleurs. Ou quand il vient pour quitter avec le Faucon Millennium Hot, avec Chewbacca, Léa et C3PO, le Faucon Millennium pour partir, puis Léa pour narguer Solo, elle dit vous voulez peut-être que je sorte pour pousser. Tu sais, ce genre de petits, ils sont tout le temps en train de se picosser parce qu'ils sont trop fiers pour avouer qu'ils sont amoureux de l'autre. Cette ambiance-là, on la retrouve dans le roman. Puis c'est là tout le long. C'est déjà amorcé cette genre de bataille amoureuse-là. Là, puis c'est vraiment drôle. Puis c'est bien, c'est bien fait. Moi, ce que j'aime, c'est que Timothée Zahn était chercher quelque chose dans le film. Rien de majeur. C'est juste une ambiance. Puis l'incorporer. Puis je pense que ça fait un bon lien entre le roman et l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Donc, pour ça, je trouve ça bien. Aussi, oui, dans l'épisode 4, l'épisode 4, Han Solo reçoit une médaille d'honneur parce qu'il a participé à la destruction de, de l'étoile noire. Mais il ne se considère pas encore comme un membre de la rébellion. Il se considère encore comme un contrebandier qui fait des missions pour la rébellion. Puis ça, du temps passé, il ne trouve pas ça payant. Il est encore, excusez-moi, il est encore en train de penser, est-ce qu'il doit la rejoindre? Évidemment, Chewbacca veut qu'il la rejoigne. On sait qu'ils ont été victimes d'esclavage de la part de l'Empire, donc c'est pour ça que Chewbacca est en influence au maximum pour qu'il rejoigne la rébellion. Ensuite, comme je disais tantôt, il y a les hauts gradés qui, eux, sentent la soupe chaude. Donc, c'est de voir comment ils vont sortir de là, comment ils vont essayer de piéger d'autres officiers d'autres, de faire porter le chapeau à d'autres membres des officiers de l'Empire, pour ne pas se faire prendre la main dans le sac, parce qu'ils sentent vraiment les tous resserrés, ils voient une Marajad qui enquête. Les fameux 5 Stormtroopers qui, durant leur cavale, se retrouvent mêlés à ça, puis eux aussi vont éventuellement les débusquer. Fait qu'eux, ils tentent vraiment avec des méthodes de s'en sortir. À travers ce roman-là aussi, la corruption est bien sentie. Encore une fois, si on parle dans l'ordre chronologique de parution et non dans l'ordre chronologique de l'histoire de Star Wars, je pense que c'était une des premières fois, en tout cas dans les romans, peut-être pas dans les BD, je ne les ai pas tous lus, qu'on sent la corruption aussi de l'Empire pendant que c'était eux qui dominaient, qui étaient au pouvoir. Ça aussi, je trouve ça intéressant. Là. Ça me faisait penser d'ailleurs à la fameuse série Endor, que personnellement, j'ai bien aimé. Fait que pour ça aussi, c'était vraiment intéressant, cette ambiance-là. Il y a eu des petits easter eggs. On entend parler de l'amiral Ozod, qu'on retrouve brièvement dans l'Empire contre-attaque. On entend parler aussi un peu de l'empereur. Darth Vader, là-dedans, je ne le considère pas comme easter egg parce qu'on le voit trop souvent, pas trop souvent, on le voit juste assez, mais pour que ce soit considéré comme un easter egg, il est comme vu trop souvent pour que ce soit considéré comme un easter egg. Oh, j'allais oublier. Ça, c'est une affaire qui est vraiment, vraiment importante, qui est vraiment cool. Il y a comme une rivalité entre Vador et Marajad. Mais rivalité qui fait plus de Vador Marajad, elle ne veut pas être un rival. Vador, pour elle, c'est quelqu'un de puissant. Vador, comment je pourrais dire ça? C'est comme un enfant unique qui apprend qu'il va avoir un petit frère, une petite sœur, il ne veut pas partager ses parents. Fait que c'est un peu ça. On dirait que Darth Vader ne veut pas partager l'empereur avec Marajad. Puis quand Marajad, je vais vous vendre un petit historique qui est vraiment intéressant, et qui dure qu'une phrase de ce point easter egg majeur, qui n'était pas. Quand Marajad s'est fait confier la mission par l'empereur de débusquer la corruption au sein des hauts gradés, elle a accès aux archives de l'Empire. On s'entend, ces accès-là, c'est pas tout le monde qui a ça. Fait qu'elle y va, elle croise Darth Vader qui, lui, a accès, bien sûr, à ses archives et qui a du mépris pour elle, puis qui fait sentir que c'est lui qui est au-dessus d'elle, puis qu'elle, c'est juste une sainte agent. Un certain mépris. Il s'en va. Marajad s'installe devant l'ordinateur pour faire ses recherches. Puis elle remarque que Darth Vader a oublié de fermer son ordinateur de partir. C'est plus fort qu'elle. Elle décide d'aller voir qu'est-ce qu'il consultait. Et qu'est-ce qu'il consultait?
il consultait un dossier sur Luke Skywalker. Il faisait des recherches, Luke Skywalker. Donc, la question est de savoir, est-ce que c'est à partir de ce moment qu'on peut dire que c'est la première fois que Darth Vader sait qu'il y a un fils Luke Skywalker et qu'il va tenter de l'amener à se joindre à lui pour renverser l'empereur et contrôler l'Empire, blablabla, ce genre de trucs-là. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant là, de voir que cette forme de recherche-là. Et à la fin du roman, Darth Vader finit par avoir un certain respect, je dis bien un certain respect envers Maharaja quand il voit tout ce qu'elle a fait pour accomplir sa mission. Donc, je répète, je donne une note de 8 sur 10. J'ai vraiment adoré ce roman-là. C'est ce qui m'a fait à mes critiques. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'appréciez ou s'il y a des choses que je dois corriger, ne gênez pas pour donner un commentaire. Je réponds tout le temps aux commentaires. Si vous pensez qu'il y a un intérêt, que ça vaut la peine que je continue à faire ce genre de critiques-là par vidéo, dites-le. Je continue à le faire, je vais essayer de m'améliorer. Ou sinon, si vous me dites non, Jean-François, je pense que c'est pas mal plus beau que quand tu fais ça par écrit que par vidéo. Vous pouvez le dire aussi et je vais revenir aux écrits, il n'y a pas de problème. Je tiens à remercier aussi mon fils Mathieu qui m'a aidé à faire cette vidéo-là, surtout avec le montage PowerPoint. Encore une fois, un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à laisser des critiques. Je vous souhaite une bonne lecture. Au revoir.